Deuxième jour du sommet de l'OTAN, les États-Unis annoncent la mise sur pied d'une coalition pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Et puis l'OTAN annonce, elle, la création d'une force d'action rapide dans l'Est de l'Europe pour faire face à la menace russe. Malgré des pourparlers aujourd'hui, les combats continuent en Ukraine. La marine ukrainienne a bombardé les positions des séparatistes qui menacent de prendre la ville de Marioupol. Enfin, l'épidémie d'Ebola, une nouvelle réunion internationale se tient à Genève. Aujourd'hui, une série de remèdes et de vaccins expérimentaux sont disponibles, mais le virus avance plus vite que les tests. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 24. Le sommet de l'OTAN se poursuit donc à Newport, au Pays de Galles. Toujours deux gros dossiers, la lutte contre l'organisation de l'État islamique et les combats dans l'Est de l'Ukraine. L'OTAN a également annoncé ce matin la création d'une force d'action rapide dans l'Est de l'Europe. Sur ce point, écoutez le secrétaire général de l'Alliance. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord pour créer ce que j'appellerais une force de pointe au sein de notre contingent, une force d'intervention rapide capable de se déployer à tout moment. Elle inclura plusieurs milliers d'hommes prêts à intervenir dans les airs ou par la mer et avec le soutien des forces spéciales. Si un allié se voyait menacé, c'est toute l'Alliance qui se mobiliserait. Et Armelle Charrier suit le sommet de l'OTAN pour nous. Elle était tout à l'heure en direct pour faire un point sur les annonces concernant l'Irak. Tout d'abord, écoutez-la. La position de l'OTAN est celle de la main tendue. Le secrétaire général Rasmussen l'a redit tout à l'heure dans une conférence de presse. Si le gouvernement irakien vient à demander dans ces cas-là une aide de l'OTAN, eh bien l'OTAN répondra positivement. Positivement sur quoi ? Eh bien tout simplement sur éventuellement de la formation à l'armée irakienne. Un rappel a été fait que l'OTAN était responsable de ce secteur jusqu'en 2011. Autre chose, possibilité de faire de la coopération pour du renseignement. C'est un point extrêmement important parce que l'OTAN compte 28 pays membres et dans de nombreux de ces pays eh bien, se pose le problème de ces djihadistes qui vont apprendre la guerre sur le terrain et puis ensuite qui reviennent dans leur pays. C'est le problème des Américains, c'est le problème des Canadiens, c'est le problème des Australiens, c'est le problème des Français, c'est le problème des Britanniques. Et cela vous explique pourquoi est-ce que Barack Obama a annoncé une coalition internationale pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Tout le monde a le même problème en tête. Comment est-ce qu'il faut abattre ce fléau ? Et concernant l'autre dossier, l'Ukraine, même si le langage politique l'a emporté, la position de l'OTAN est tout de même à la fermeté vis-à-vis de la Russie. Oui, une anecdote en fait qui s'est tenue il y a quelques heures à peine, hein, même une heure à moins d'une heure ici. L'annonce du prochain sommet de l'OTAN, eh bien c'est le président polonais qui a fait cette annonce. Le sommet de l'OTAN en 2016 se tiendra où ? Il se tiendra à Varsovie. Vous comprenez aisément que cette décision a un lourd impact vis-à-vis des Russes. Cela amène le sommet de l'OTAN jusqu'à leurs frontières, donc c'est un impact psychologique important. Et de la même manière, eh bien il a été fait allusion à la Géorgie. Vous savez, cela fait partie de ces pays qui demandent en fait l'adhésion à l'OTAN, une adhésion qui est sans cesse reportée parce qu'il faut de toute manière examiner les dossiers. Eh bien, il a été rappelé que cette adhésion serait aujourd'hui examinée de façon très transparente mais très rapide avec une possibilité d'adhésion en 2015. Rien de nouveau, mais en langage diplomatique, cela veut dire nous nous intéressons à ce qui se passe à l'est de l'Alliance, du côté de la Russie. Et donc en ce moment, des pourparlers sur l'Ukraine se déroulent à Minsk. Les séparatistes affirment qu'un accord de cessez-le-feu a été signé entre donc, les Ukrainiens et les séparatistes. Pas de confirmation pour l'instant du côté de Kiev. Les combats tout à l'heure sur le terrain se poursuivaient. Les séparatistes annonçaient ce matin être entrés dans Marioupol, ce qu'a démenti Kiev. Les précisions de notre envoyé spécial sur place à Marioupol, Jonathan Walsh. Cette information est complètement fausse, qu'elle est absolument fausse. Certes, les combats se sont beaucoup rapprochés de Marioupol hier, mais les rebelles pro-russes ne sont absolument pas entrés à l'intérieur de la ville. Les combats se déroulent en périphérie. D'après les dernières informations que nous avons eues, la ligne de front se trouverait à une quinzaine, peut-être une vingtaine de kilomètres de Marioupol. Elle était hier plus proche de la ville parce que les forces pro-russes et même des colonnes de blindés russes, à en croire toutes les sources militaires ou civiles à qui nous avons parlé hier, étaient arrivées à Shirokina, une localité qui se trouve à 7 km à peine
de Mariupol. Depuis, d'après les informations que nous avons, le front a reculé. L'armée ukrainienne dit avoir lancé une vaste contre-offensive, avoir repoussé les rebelles un peu plus loin. Donc, comme je l'ai dit, peut-être à une quinzaine ou à une vingtaine de kilomètres. Les tirs d'artillerie sont incessants depuis hier. On ne cesse de les entendre au loin, venant à la fois d'ailleurs du côté de l'armée régulière ukrainienne et de l'Est, donc là où se trouvent en ce moment les rebelles pro-russes. Mais encore une fois, on est loin d'un dénouement et les rebelles pour l'instant ne sont pas à l'intérieur de Mariupol, loin s'en faut. Et la Russie avait proposé un plan de paix. Le Premier ministre ukrainien appelle aujourd'hui les États-Unis et l'Union européenne à se porter garant de ce plan. L'Occident reste prudent. Ce n'est pas la première fois que la Russie propose un plan de paix dans ce conflit. Gauthier Rebinski analysait tout à l'heure pour nous la stratégie de la Russie. Le Kremlin sait que le temps joue en sa faveur et que d'une certaine manière, plus on attend, plus on risque d'avoir une Ukraine totalement démantibulée, désorganisée, exsangue et qui tomberait comme un fruit mûr. Donc, ici, on a des menaces de sanctions de la part de l'Occident, une menace renforcée qu'on appelle 3+, qui viserait le cœur de l'industrie russe, c'est-à-dire Gazprom, le géant gazier. Bien, on propose un cessez-le-feu en 7 points qui maintient les intérêts russes dans l'est de l'Ukraine et puis on stoppe ces sanctions. Plusieurs Européens, plusieurs Américains ont dit, évidemment, s'il y a un cessez-le-feu, on stoppe ces sanctions. Vous voyez, c'est là donc l'intérêt de Moscou, c'est de désamorcer provisoirement des sanctions, de jouer au yo-yo avec l'Ukraine, de sorte qu'un jour l'Ukraine soit totalement fatiguée, soit épuisée. Et ça, c'est le jeu du temps. Et le problème pour l'Occident, c'est de maîtriser le temps, parce qu'il a toujours, l'Occident, précisément un temps de retard par rapport aux actions et aux propositions de Vladimir Poutine. À Genève, la réunion internationale qui a lieu ce vendredi a pour but d'élaborer une stratégie de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Au niveau des remèdes contre ce virus, l'Organisation mondiale de la santé a proposé hier jeudi 8 traitements et 2 vaccins, tous au stade expérimental toujours. Difficile pour l'instant de savoir s'ils sont efficaces, mais certains personnels américains, certains humanitaires infectés ont été traités et ils ont survécu. Écoutez. Il y a toute une chaîne d'action avant de conduire à l'usage d'un nouveau vaccin ou d'un nouveau traitement ou d'un nouveau test. Donc on est à plusieurs mois, voire plusieurs années. Et en attendant, il faut agir, évidemment. On ne peut pas attribuer la guérison de ces personnels américains et anglais avec certitude à l'usage du produit c'est-à-dire des anticorps spécialisés, 3 anticorps réunis dans un produit. On ne sait pas. Les pays frontaliers des zones affectées ont mis en place des mesures pour éviter l'importation de cas, fermeture des frontières, contrôle dans les aéroports. L'épidémie perturbe également les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe du Cameroun ira bien en République démocratique du Congo, malgré l'annonce de cas dans ce pays. Reportage de notre correspondante à Douala, Coraline Molinier. Face à la menace Ebola, le Cameroun est sur le qui-vive. Les autorités ont adopté 3 axes prioritaires. Former le personnel de santé, s'équiper en matériel de détection et de protection et aménager des centres d'isolement. La stratégie, c'est d'abord surveiller et prévenir que cette maladie n'entre pas chez nous. Comme nous sommes en phase pré-épidémique, il faut aussi que les équipes se préparent pour que, si jamais il y a un cas qui survient, qu'on puisse très rapidement le prendre en charge, circonscrire l'épidémie et faire en sorte que le personnel de santé soit protégé. Mi-août, le Cameroun a fermé sa frontière avec le Nigeria voisin où sévit l'épidémie et tous les vols en provenance des pays touchés par Ebola ont été suspendus. Dans les ports et aéroports du pays, les nouveaux arrivants doivent se soumettre à des mesures de sécurité sanitaire renforcées. Si on peut prendre des dispositions aujourd'hui pour que cette maladie n'arrive pas au Cameroun, c'est une bonne démarche. Maintenant, je ne sais pas si elles sont suffisantes. J'imagine qu'il y a une série d'autres actions qui viennent après. Parce qu'une température à l'aéroport ne dit pas beaucoup sur la santé de la personne. Malgré les cas d'Ebola détectés en RDC, la Fédération camerounaise de football ne veut pas céder à la psychose et a confirmé que les Lions indomptables joueraient bien leur match de qualification pour la CAN ce samedi à Lubumbashi.
ces cas d'Ebola qui auront été signalés pour l'instant sont quand même à une distance très éloignée de Lubumbashi. Donc forcément un facteur qui aura joué bien sûr à la faveur de la tenue de ce match. Il était très important que nous soyons rassurés, non seulement par la Confédération, mais aussi bien sûr par le gouvernement congolais. Nous l'avons été, nous le sommes, alors nous sommes prêts pour le match. Le Cameroun mise sur la sensibilisation et la préparation en espérant barrer la route à l'épidémie. Et j'ajoute que ce matin, l'Union européenne a débloqué 140 millions d'euros pour aider les pays d'Afrique touchés par ce virus. Aux États-Unis, la polémique sur le comportement de la police de Ferguson se poursuit. Après l'enquête du FBI sur la mort du jeune Michael Brown, tué par un policier, le ministère de la Justice américain lui-même lance des investigations pour savoir si les forces de l'ordre ont violé les droits des manifestants. Les explications de Georges Lédric. La police de Ferguson devra répondre de ses actes devant la justice américaine. L'annonce, faite par le ministre de la Justice Eric Holder, est la réponse la plus forte et la plus symbolique de l'administration Obama. L'enquête devra déterminer si la police a fait un usage excessif de la force contre une population majoritairement noire. L'enquête analysera les arrestations, les fouilles et le traitement réservé aux individus détenus à la prison de Ferguson, en plus des tactiques policières potentiellement discriminatoires qui ont été mises en évidence. Les enquêtes de ce type ne sont pas inédites aux États-Unis. Ces dernières années, le département de la justice américaine en a lancé plusieurs dizaines. Lors d'une visite à Ferguson en août dernier, au plus fort de la crise, Eric Holder avait dit entendre la défiance des habitants à l'égard des forces de l'ordre. Il a donc choisi de montrer sa détermination à faire toute la lumière sur les événements. Nous allons nous en tenir aux faits et à la loi, où qu'ils nous mènent. Et si à un moment nous trouvons des raisons pour étendre notre enquête aux autres commissariats des juridictions environnantes, nous n'hésiterons pas à le faire. Cette enquête s'ajoute à celle du FBI qui porte sur les circonstances de la mort de Michael Brown. Tué en plein jour par un policier blanc, sa mort avait été à l'origine des manifestations. Un grand jury doit également décider s'il lance des poursuites contre le policier de 28 ans impliqué dans le drame. En France, la ville de Calais est submergée par les arrivées de migrants clandestins depuis le début de cet été. Ils auraient été plus d'un millier sur le territoire de la commune actuellement. Ils seraient plus d'un millier actuellement sur le territoire de la commune. La plupart cherchent aujourd'hui à passer en Angleterre. Des renforts de police ont donc été envoyés sur place depuis hier soir. Alex Turnbull. Une course-poursuite sur le port de Calais. Sur cette vidéo amateur filmée jeudi, des dizaines de migrants bien déterminés à embarquer sur un ferry à destination de la Grande-Bretagne. En quelques semaines, leur nombre a plus que doublé. Ils sont aujourd'hui entre 1000 et 1300 aérés en plein centre-ville de Calais. Chaque jour, ils tentent leur chance en grimpant comme ici à bord de l'un des poids lourds en partance pour l'Angleterre. La préfecture a bien annoncé le déploiement de renforts policiers, une trentaine d'hommes arrivés jeudi soir, mais la maire de la ville réclame des mesures plus ambitieuses. Ça devient vraiment très lourd à gérer. Il est temps pour moi de réagir plus fort, donc de monter d'un cran. Le ministère de l'Intérieur lui a pour l'instant interdit de transformer cette base de loisirs en centre d'accueil de 400 places. Seule compensation, un accueil de jour et la distribution de repas chauds pour les migrants. Mais pour Natacha Bouchard, le débat dépasse largement le cadre franco-français. Et elle menace de bloquer le port pour obtenir de ses voisins britanniques un geste fort, quitte à enrôler les habitants de Calais pour en fermer l'accès. Une initiative radicale et surtout illégale que la maire voit néanmoins comme la seule solution pour forcer Londres à participer notamment au financement du dispositif de sécurité autour du port. En attendant, ils sont toujours des centaines à camper sur l'une des plages à proximité, prêts à s'éclipser, parés pour l'embarquement à tout moment de la journée. Une nouvelle tentative en France de greffe d'un cœur artificiel dans la plus grande discrétion cette fois. Le premier malade à en avoir bénéficié il y a 8 mois était en effet mort 75 jours plus tard, apparemment en raison d'une défaillance technique de l'appareil. Ces tentatives sont effectuées sur des patients dont le pronostic vital est engagé à très brève échéance.
Retour avant de se quitter sur l'un des principaux titres de cette édition, les négociations qui ont lieu en ce moment en Biélorussie pour trouver un plan de paix entre les séparatistes de l'Est de l'Ukraine et le gouvernement de Kiev. Le gouverneur de la ville de Donetsk, le grand bastion séparatiste, confirme à l'instant qu'un plan de paix a bien été signé. Il en attend encore tous les détails. Nous vous tiendrons bien sûr informés au cours de nos prochaines éditions. Restez avec nous sur France 24. L'actualité internationale continue sur notre antenne.